Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Aujourd'hui, je vais vous montrer une méthodologie qui va être essentielle pour celles et ceux qui voudraient se lancer dans l'intelligence artificielle à travers mes connaissances. Le sujet de cette vidéo et d'ailleurs plutôt la pensée derrière qui m'a conduite à faire cette vidéo, c'est parce que je me suis dit que il y a un bon nombre de personnes déjà qui me posent des questions de savoir comment s'y prendre, par quelle méthodologie, par quels moyens apprendre le nécessaire et les prérequis autour de l'intelligence artificielle. Je parle là ici dans un contexte industriel, dans un contexte donc pratique, avoir les connaissances nécessaires pour pouvoir développer, conceptualiser et déployer en production des solutions d'intelligence artificielle. Donc, c'est la raison de cette vidéo. Avant de continuer, likez, abonnez-vous et partagez. Il y a un bon nombre de personnes encore qui regardent mes vidéos, mais qui ne s'abonnent pas. Et pourtant, je produis énormément de contenu et ces personnes-là reviennent continuellement. Donc, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Alors, je vais continuer justement dans le sujet de cette vidéo. En tant qu'ingénieur IA et expert dans le domaine, globalement, je me suis rendu compte qu'il y avait un gros problème, malgré justement, c'est ça le point fondamental, la problématique du jour, malgré le fait que ChatGPT, Claude, Gemini, etc. sont déployés à l'endroit, justement, de celles et ceux qui n'ont pas les prérequis, les bases nécessaires de tout ce qui concerne généralement, on va dire, l'architecture en tant que data engineering ou globalement des notions autour du machine learning. Ces notions-là sont fondamentales lorsque l'on veut se lancer dans l'apprentissage des notions autour de l'intelligence artificielle, lorsqu'il faut mettre sur pied une solution dite IA. Il faut donc comprendre toutes ces briques-là. Comment conçoit un système IA, par quels moyens, par quelle méthode, qu'est-ce qu'il faut mettre en place comme briques applicatives, comment connecter les composants, etc. Dans un contexte industriel, dans un contexte d'entreprise, c'est essentiel. On ne vous demande pas uniquement de réciter la théorie. Encore faudrait-il bien comprendre ce qui a été théoriquement bien stipulé, mais d'un point de vue également pratique, de miser sur pied dans le développement. Il est essentiel pour vous de comprendre ces notions-là. C'est la raison pour laquelle donc je me suis dit que j'allais mettre sur pied et je suis en train de vous faire la présentation. Cela va arriver. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter simplement l'idée selon laquelle il est essentiel de comprendre le nécessaire. Et comprendre ce nécessaire-là passe par une méthodologie. Beaucoup pensent que l'intelligence artificielle va remplacer les professeurs de mathématiques, les profs d'anglais, de français, etc. Enfin bref, l'enseignement traditionnel tel que on voit les choses y arriver au fur et à mesure avec les outils d'IA qui sont déployés, qui sont créés au quotidien. Oui, en partie, mais pas totalement. Pourquoi ? Parce qu'en fait, le problème fondamental avec l'intelligence artificielle, c'est que vous êtes laissé seul à l'abandon devant une interface IA. Si vous n'avez pas les prérequis, les bases, les notions, comme toute matière ou comme l'apprentissage de toute matière, vous n'y allez pas pouvoir parfaire votre connaissance autour, ici en l'occurrence, de l'intelligence artificielle, mais c'est valable en toute matière, en toutes circonstances. La raison fondamentale d'un professeur, du mentorat, d'une personne qui est là pour vous accompagner, c'est parce que c'est le moyen le plus fiable et le plus sûr de vous transmettre la connaissance de manière, on va dire, standardisée, de manière accompagnée. Et on a beau dire effectivement que ChatGPT, ces outils, Claude, etc. sont si puissants. D'ailleurs, c'est tellement si puissant que ça finit par se retourner contre leur propre modèle parce que vous avez l'embarras du choix, vous avez face à cette entropie de données, puisque ce sont des LLM, donc conçus sur de vastes corpus de données, pour quelqu'un qui n'a pas les connaissances nécessaires, la vision d'ensemble, cette personne-là va être troublée, va être un peu déroutée par la masse d'informations à ingurgiter, parce que ne sachant pas par où commencer et par où s'arrêter. Et les LLM, quoi qu'il en soit, peu importe votre question, vont toujours vous donner une réponse. Donc le problème, ce n'est pas l'information en soi. Le problème, c'est quel type d'information il faut avoir et comment mettre en pratique l'information demandée en question.
Voilà la raison pour laquelle un prof sera toujours essentiel. L'IA viendra comme un assistant, évidemment, pour aller plus rapidement, proposer des réponses plus rapides, plus justes, si on veut, ou plus poussées. Mais il faudra toujours un guide, en fait. Donc, ce professeur, ce rôle de superviseur humain, d'autant plus d'ailleurs, pour l'instant en tout cas, parce qu'on ne sait pas encore le remplacer, qui sera essentiel pour la transmission de la connaissance et l'apprentissage. Donc, c'est la raison pour laquelle je vous propose donc, je vais vous montrer ici ce que j'ai pu mettre sur pied pour que vous puissiez comprendre l'essentiel de l'intelligence artificielle. Donc l'idée pour moi, c'est d'aller dans une forme de brique de présentation qui va vous permettre de comprendre non simplement les notions clés autour de l'intelligence artificielle, mais également comment les mettre en pratique sans passer, je précise bien, sans passer par ChatGPT, Claude Gemini, ou bien lire des bouquins très compliqués techniquement ou très avancés d'un point de vue mathématique. Cela vous demandera encore beaucoup plus de temps dans la recherche et dans la compréhension. Et avoir vraiment l'information détaillée, nette, précise, à l'endroit. Donc, j'ai créé un notebook LM qui va vous permettre de poser vos questions, quelles que soient vos questions autour de l'intelligence artificielle. Le notebook LM, évidemment, fonctionne sur des sources qui sont déployées, qui sont en arrière-plan. Et les réponses donc vont être sourcées à partir de ces sources en question. S'il n'y a pas de réponse, évidemment, vous n'allez pas avoir de réponse venant des sources, mais au moins ça vous garantit que les réponses que vous allez poser viennent évidemment des sources sûres, détaillées, avec méthodologie, avec un plan bien structuré. Voilà ce que je peux mettre sur pied et ce qui est essentiel pour répondre à cette problématique par rapport au fait que si vous étiez face à ChatGPT devant une interface sans contexte, sans source derrière, vous serez totalement perdu, surtout pour celles et ceux qui n'ont pas les bases requises dans les notions autour de l'intelligence artificielle. Je vous montre par exemple un simple exemple ici. Donc ici, j'ai créé un notebook LM, comme vous pouvez le voir sur mon écran. Donc l'interface se présente comme ici. Vous avez ici à gauche. Donc, j'ai pour l'instant téléchargé une seule source de documents, d'accord? Là. Ici, vous avez donc l'interface où vous pouvez chatter. En fonction de votre question, l'outil vous répondra avec des réponses sourcées, des documents sources que j'ai pu uploader ici. De l'autre côté, ici à droite, tout à droite, dans l'extrémité, vous avez le studio où vous pouvez, à partir de ces sources, évidemment, générer soit un résumé audio, un résumé vidéo, une carte mentale, des rapports, et bref. Moi, j'en ai déjà généré quelques rapports ici. Je mettrai une vidéo d'ailleurs par la suite pour vous présenter ce que ça donne au finish. Et donc, on va prendre un exemple de question tout simplement. Donc ici, par exemple, je crois que j'en avais déjà pris... D'accord, on va prendre cette question, par exemple. Comment la couche ontologique structure-t-elle le raisonnement des données? Oubliez pour l'instant le terme est technique. Je vous pose juste la question. Vous allez voir que quand je vais poser cette question à partir de cette interface, Notebook LM, son principe, son rôle, évidemment, va répondre à partir de la source que j'ai uploadée ici et me donner évidemment les références. D'accord? Donc là, je clique là. D'accord, là, il réfléchit, il va extraire les informations à partir de cette source-là, il est en train d'écrire. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'il m'a dit? La couche ontologique agit comme le cerveau décisionnel de l'architecture Oren. Donc, c'est une intelligence artificielle, une IA que je suis en train de créer comme exemple. Son rôle est de transformer une intention utilisateur en une stratégie de données structurée et cohérente. Selon les sources, donc une seule source ici, d'accord? Elle structure le raisonnement à travers 3 fonctions principales. La définition des relations et des règles. La couche ontologique ne se contente pas de lister les données. Bref, vous avez ici des petits tags qui vous permettent de visualiser dans le document où se trouvent évidemment les références. Et vous pouvez lire et attester évidemment de la pertinence de chaque passage. Vous avez donc ici 1, 2, par exemple, à peu près, 3. Maintenant, si j'avais posé la même question
à ChatGPT, d'accord, ici, j'aurais eu quoi comme réponse? On verra. Là, donc, je fais la démo en live, comme ça, vous puissiez voir ce qui va se passer. Donc, la couche ontologique structure le raisonnement des données en imposant un cadre logique commun qui transforme des données hétérogènes en éléments comparables, interprétables et actionnables. Concrètement, elle agit à 3 niveaux clés. D'accord ? Donner du sens stable aux données, encadrer les relations logiques, transformer la requête en chemin de raisonnement. Bref, vous avez une réponse également côté ChatGPT. D'accord ? Mais la différence fondamentale, c'est que la réponse qui vient de NotebookLM est une réponse basée sur un document que j'ai préparé à l'avance, que j'ai structuré à l'avance, que j'ai standardisé pour que les réponses qui vous soient données ici soient des réponses nettes, précises et sans écart. Le problème avec ChatGPT seul, c'est que vous allez avoir une réponse un peu trop verbeuse et parfois pas très claire. Donc, vous allez être obligé à nouveau de poser une question supplémentaire, de taper un prompt supplémentaire pour pouvoir mieux comprendre encore cette question-là. Ce qui va vous faire perdre énormément de temps, surtout si vous apprenez, par exemple, l'architecture de mise en place des systèmes d'intelligence artificielle, parce que ça, c'est une notion très essentielle. La couche ontologique, comment l'IA fait pour répondre à des utilisateurs, c'est-à-dire comment l'IA va structurer la donnée, comprendre les relations entre les différents concepts dans un champ de données, d'accord, dans un champ sémantique de données. Donc, pour les prochaines vidéos et pour ce que je suis en train de préparer, je vais continuer à mettre ici des sources de données très essentielles, je précise bien, c'est ça le cœur de mon travail actuellement. C'est de mettre ici, à minima, une fois par semaine ou une fois tous les mois, une source de données assez riche, vaste, compte tenu de ce que je sais aujourd'hui sur l'IA, de ce que je sais en entreprise, de ce que je suis en train de mettre sur pied, et des benchmarks de ce qui se passe dans la veille technologique aux États-Unis, à la Silicon Valley, au niveau des grandes startups telles que OpenAI, Anthropic, Google, etc. Comme ça, avec le lien que je partagerai, pour l'instant, je ne peux partager encore aucun lien, je pourrais vous partager un lien ici très essentiel, vous rajoutez, d'accord, ici, avec votre adresse email. Je créerai un formulaire qui sera essentiel pour les inscriptions en formulaire. Comme ça, vous puissiez avoir ce notebook LM et à partir duquel vous poserez n'importe quelle de votre question basée sur l'apprentissage autour de la conception, développement, déploiement des solutions d'intelligence artificielle et de l'actualité sur l'IA. Parce que les choses vont très vite. Aujourd'hui, on n'est plus quasiment aux agents IA. Il y a des MCP, donc les modèles contexte protocole. Auparavant, c'était les modèles RAG. On a peaufiné ces modèles RAG. Maintenant, il y a tout cet écosystème qu'il faut pouvoir suivre et bien comprendre dans la galaxie. Pour celles et ceux qui n'ont pas des connaissances autour donc de ces mots-clés que je viens de citer, ça va être très compliqué de simplement utiliser ChatGPT ou Claude. Ça sera assez vaste en tout cas et très fastidieux. Ce que je suis en train de faire, c'est de vous mâcher le travail, de vous simplifier la tâche pour que, à partir des sources que je mettrai ici, il vous sera donc nécessaire de poser n'importe quelle votre question. C'est vraiment différent de l'approche de partager simplement des GPTs, d'accord ? Ce n'est pas forcément, donc ici par exemple, explorer les GPTs, c'est pas du tout la même chose. C'est que l'avantage de NotebookLM, c'est que vous-même de votre côté, vous allez pouvoir générer des petits résumés audio, voire résumés vidéo, des infographies par exemple, là, telles que ici par exemple, ou des présentations. D'accord ? Et ça va vraiment vous aider à mieux comprendre les événements. Donc là, par exemple, vous avez un exemple ici, d'accord, qui a été généré par NotebookLM. Comment comprendre la donnée, par exemple. OK ? Ça, c'est fait automatiquement par l'intelligence artificielle, donc Google qui a mis en place l'écosystème NotebookLM. Mais la différence, comme je le disais, c'est basé sur les sources que j'ai uploadées ici. Donc, le cœur, la matière brute, l'essentiel
de mon travail, la grosse tâche, ça consiste à aller constituer ces sources en fait très essentielles, très importantes dans votre apprentissage et donc qui vous permettra de mieux comprendre l'intelligence artificielle et de comment cela fonctionne. Je vais terminer cette vidéo, je vais m'arrêter là. Je mettrai donc un exemple de résumé vidéo que j'ai pu produire à partir de cette source que j'ai uploadée ici pour que vous puissiez comprendre le vrai travail, l'enjeu qui se trouve derrière. Donc, sur ce, je vais m'arrêter là. J'espère que ça a été très clair. Abonnez-vous, likez, partagez massivement. Et pour celles et ceux qui voudraient vraiment se lancer dans l'apprentissage de l'intelligence artificielle, de concevoir réellement comme un ingénieur du terrain, il y a un contexte entreprise. C'est l'occasion de vous embarquer dans cette aventure pour mieux comprendre réellement ce qui se passe derrière d'un point de vue vraiment de vision expert. Je le fais aussi et je vais terminer là-dessus, c'est que l'intérêt pour moi de vous présenter ceci, c'est que je pense et j'estime que il y a beaucoup de tutos là derrière, d'ailleurs, sur l'intelligence artificielle. Simplement, ce n'est pas assez bien structuré et ça ne répond pas vraiment, véritablement aux besoins d'un ensemble de personnes qui voudraient aujourd'hui se lancer dans la compréhension de l'IA et de comment est-ce qu'on conçoit, on développe et on crée des solutions d'intelligence artificielle. Donc, mon travail final, ce sera de vous permettre de mieux comprendre tout cela de manière structurée, avec des sources bien référencées et bien sûr d'un point de vue bien académique et pédagogique. Abonnez-vous, likez et partagez massivement cette vidéo. Je vous laisse donc la suite de cette vidéo avec évidemment le résumé de vidéo que j'ai pu produire pour vous montrer un exemple très concret de ce qui vous attend par la suite que je présenterai dans les prochaines vidéos. Sur ce, je vous dis à la prochaine et merci de m'avoir suivi. On se retrouve à la prochaine. Restez concentrés. Je vous dis au revoir. Alors, aujourd'hui, on va décortiquer quelque chose d'assez fascinant. Le système Oren. Sa mission, si on peut dire, c'est de réussir à donner un sens à l'immense et parfois chaotique univers des données publiques françaises. Voilà, c'est ça la question de départ. Imaginez un peu, un véritable océan de données qui est publié chaque jour. Comment on fait pour transformer tout ce bruit en un signal clair, net et surtout fiable? C'est tout l'enjeu du système Oren. Pour bien comprendre comment Oren s'y prend, on va faire le chemin avec une question, pas à pas. On va la suivre depuis son état brut jusqu'à ce qu'elle devienne une réponse solide, justifiée, en traversant toutes les couches intelligentes de système. Bon, avant toute chose, il faut un plan, une carte du territoire si on veut. Pour s'y retrouver dans toutes ces données, il faut d'abord une sorte de GPS de la réalité qu'elles décrivent. Et ça, c'est précisément le rôle de l'ontologie. Alors, une ontologie, qu'est-ce que c'est exactement? Eh bien, il faut vraiment voir ça comme le plan d'architecte d'un pays ou, si vous préférez, le catalogue central d'une bibliothèque gigantesque. Elle définit les briques de base, la population, l'économie, le logement et, point crucial, la manière dont toutes ces briques sont connectées entre elles. C'est la fondation sur laquelle tout le reste va être construit. Et quand on regarde ce que cette carte couvre, c'est assez énorme. Oren organise la réalité autour de grands thèmes qu'on connaît bien. Le territoire, bien sûr, l'économie et l'emploi, le logement, l'environnement, la santé. Bref, toute cette structure permet au système de classer chaque information et de comprendre tout de suite de quoi on parle. Ok, maintenant qu'on a notre carte, notre plan, voyons comment une question va voyager à travers ce système. Le truc, c'est que ça se fait par étapes, des couches logiques bien distinctes. Allez, premier arrêt de notre voyage, la couche des métadonnées. C'est un peu le hall d'entrée, là où le système fait l'inventaire de tout ce qui est disponible. Ici, la question est super simple, mais elle est fondamentale. Qu'est-ce qui existe comme données et comment on peut y accéder? C'est le point de départ de absolument toute recherche. En gros, cette couche, c'est un catalogue géant. Elle passe au peigne fin les portails comme data.gouv.fr et pour chaque jeu de données, elle note les infos vitales. Qui l'a publié, c'est récent, et surtout comment on y accède. Est-ce qu'il y a une API, une sorte de porte d'entrée pour les machines, ou c'est juste un fichier à télécharger? C'est un travail de fourmi, mais c'est la base de tout. Ok, savoir que les données existent, c'est bien, mais ça ne suffit pas. Il faut comprendre à quoi elles servent, et ça, c'est le job de la couche suivante, la couche sémantique. C'est ça, la vraie question à ce niveau. Un fichier qui s'appelle emploi-4 2023, bon, techniquement, on comprend. Mais à quelles questions concrètes de la vie de tous les jours ça peut répondre? C'est là que ça devient vraiment intéressant. C'est cette couche qui va vraiment faire le lien entre le jargon technique et l'utilité pratique. Elle va prendre un jeu de données et dire « Ah, ça correspond au concept emploi, économie de notre fameuse ontologie ». Et, ce qui est super important,
Elle précise aussi les limites. Est-ce que ces données sont nationales ou juste régionales, mensuelles ou annuelles? En bref, elle donne au système le sens, le contexte qui lui manquait. Bon, on a les données, on a leur signification. Maintenant, il faut réfléchir. Et là, on arrive à la couche la plus intelligente, on va dire, la couche ontologique. Parce que, soyons honnêtes, les questions intéressantes demandent rarement une seule source de données, pas vrai? Si on veut connaître l'impact du logement sur l'emploi dans une région, il va falloir croiser plusieurs informations. Et cette couche, son boulot, c'est de savoir comment faire ça bien. Là, on est vraiment dans le cerveau de la machine. C'est elle qui utilise l'ontologie pour raisonner. Elle sait que pour une question sur l'attractivité économique, par exemple, il faut aller chercher des données sur l'emploi, les entreprises et le territoire. C'est elle qui assemble les bonnes pièces du puzzle et qui propose une sélection de sources en justifiant pourquoi elle les a choisies. Ok, après tout ce voyage à travers les couches de compréhension, le système est enfin prêt. Prêt à agir et à formuler sa réponse finale. Et ce qui est génial, c'est que la réponse n'est pas juste un chiffre balancé comme ça. Non, c'est un dossier complet, super transparent, en 4 parties. D'abord, la liste des sources et pourquoi elles ont été choisies. Ensuite, un score de confiance. Puis, le meilleur moyen technique pour y accéder. Et enfin, l'accès direct aux données brutes pour que tout soit vérifiable. Alors, on peut se demander pourquoi toute cette complexité? Pourquoi construire une architecture aussi sophistiquée? Quel est le but de tout ça? Cette phrase, je trouve, résume tout. L'idée, ce n'est pas de faire un petit outil qui marche une fois, c'est de créer un système qui peut durer, qui peut consommer, absorber intelligemment tout l'écosystème de données publiques françaises, aujourd'hui, mais aussi demain. C'est une vision à long terme. Et au bout du compte, qu'est-ce qu'on y gagne? Eh bien, c'est simple et c'est puissant. D'abord, des réponses fiables, pas juste des réponses. Ensuite, des processus qu'on peut expliquer. Ce n'est pas une boîte noire magique. Et ça, pour la confiance, c'est crucial. Et surtout, ça transforme cet océan de données brutant en quelque chose d'utilisable, de concret, sur lequel on peut agir. Et ça nous laisse avec une dernière question, une question pour l'avenir. Quand on arrive à rendre les données publiques non seulement accessibles, mais vraiment compréhensibles et fiables, quels sont les prochains problèmes qu'on va pouvoir attaquer? Quelles sont les grandes questions de société auxquelles on pourra enfin répondre avec plus de clarté et d'efficacité? Voilà, la réflexion est ouverte.